À toi. Merci, merci beaucoup d'abord professeur Husson pour l'invitation à participer à ce colloque. Donc là, il y aura un changement de cadre, donc on va sortir des utilisations médicales pour parler plutôt des effets adverses ou toxicologiques des nanoparticules dans un but ultime de mieux connaître les effets adverses de ces objets pour développer des objets médicaux à usage médical plus sûr. Donc, du point de vue un peu historique, les connaissances sur la toxicité des nanoparticules manufacturées chronologiquement viennent du domaine de la toxicologie environnementale, où la communauté des toxicologues s'est aperçue que les effets délétères pour la santé humaine des contaminants, des particules de l'environnement étaient en grande partie liés aux effets des particules de taille nanométrique qu'on appelle ultra-fines dans ce domaine-là. Et plus récemment, il y a des données qui sont issues des études spécifiques de toxicologie des nanoparticules manufacturées. Donc je vais structurer l'exposé en deux parties. Une première partie où on va traiter des déterminants, disons, physico-chimiques, des effets toxicologiques ou délétères des nanoparticules. Et deuxièmement, nous allons parler de comment ces déterminants conditionnent l'interaction des nanoparticules avec le vivant, aboutissant à la toxicité. Donc, tout d'abord, comme dans toute analyse de risque, les effets toxicologiques ou adverses sur la santé de l'exposition non voulue, parce que le cadre dans lequel je parle, c'est le cadre de l'exposition vraiment non voulue, et fait intervenir donc des facteurs concernant l'exposition, des facteurs concernant l'organisme exposé et des facteurs qui concernent la dangerosité intrinsèque des nanoparticules. C'est de ce dernier point dont je veux parler. Donc, d'une façon extrêmement simple, le premier déterminant physique des effets, je dirais, biologiques, y compris des effets délétères sur la santé des nanoparticules, est la taille. Parce que c'est ce facteur-là qui définit ces objets, et la taille intervient dans la toxicologie parce qu'elle conditionne la localisation cellulaire des particules, c'est-à-dire l'adressage vers une organelle déterminée. Vous voyez aussi que ce sont des propriétés qui sont utilisées en nanomédecine. La taille conditionne la localisation dans l'organisme, que ce soit dans l'appareil respiratoire ou dans la peau. Et la taille, ce qui est plus important, conditionne les propriétés cytotoxiques inflammatoires propres à ces particules. Vous voyez ici un exemple d'un papier qui est relativement ancien, qui est un peu à l'origine du croisement des études de toxicologie environnementale et nanotoxicologie. Dans cet article qui est du groupe de Verdoster, il y a eu des rats qui ont été instillés par voie intratrachéale avec des particules de noir de carbone de deux tailles différentes, des nanoparticules de 14 nanomètres, des particules micrométriques de 300 nanomètres de diamètre. Et donc, le lendemain, les animaux ont été sacrifiés et une analyse de la cellularité inflammatoire du liquide de lavage bronchoalvéolaire est effectuée. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les animaux qui ont reçu des particules de noir de carbone micrométriques de 320 nanomètres avaient une cellularité en comptage de leucocytes, de neutrophils dans le lavage bronchoalvéolaire similaire au contrôle. Mais par contre, des animaux qui recevaient une instillation de la même quantité de particules de noir de carbone nanométriques avaient une cellularité inflammatoire beaucoup plus importante. Cette cellularité inflammatoire traduisant un effet délétère ou toxique. Ok, donc les gens se sont dit, vous voyez, c'est la taille qui conditionne les effets délétères de ces objets. Cependant, comme tout en science, la question n'est pas si simple que ça. Et là, nous avons le même type de design expérimental des rats qui reçoivent des particules de dioxyde de titane, des tailles différentes des particules nanométriques, nanodots ou nanorods, et des particules micrométriques. Ici, la cellularité en polymorphonucléaire du LVA a été évaluée. Les animaux recevaient deux doses, 1 mg kg, 5 mg kg. Et si on compare par exemple à 5 mg, on voit que la cellularité inflammatoire des animaux recevant des particules micrométriques était similaire
aux animaux recevant des particules nanométriques. Donc, le paradigme de la taille n'était pas vérifié dans cette étude-là. Et donc, un peu la conséquence, c'est que, en fait, ceci sert à illustrer que les déterminants physiques des effets toxicologiques des nanoparticules sont multiples. Il n'y a pas la taille, il y a la composition chimique, c'est pas la même chose une nanoparticule de dioxyde de titane qu'une nanoparticule de noir de carbone, même si les deux sont des nanoparticules de la même taille. La forme joue un rôle, comme l'a dit Thomas. La longueur, par exemple, dans le cas des nanotubes de carbone, joue un rôle, et les nanotubes longs vont déclencher des effets qui vont pas être déclenchés par des nanotubes très courts. La capacité de ces objets à former des agrégats joue un rôle. Il n'y a pas les mêmes effets pulmonaires lorsque des animaux sont exposés à des agrégats de nanoparticules de noir de carbone qu'à des nanoparticules de noir de carbone dispersées et présentées de façon individuelle aux cellules respiratoires. La charge joue un rôle. Des particules chargées positivement peuvent être plus délétères que des particules chargées négativement, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un premier message à retenir, c'est qu'il y a de multiples facteurs physiques qui conditionnent les effets toxiques de ces objets, et en fait, ça, on peut l'analyser aussi en miroir vis-à-vis des conséquences ou des effets de ces facteurs vis-à-vis des utilisations médicales des nanoparticules. Deuxième partie de l'exposé, donc comment ces déterminants conditionnent l'interaction avec le vivant. Donc, en m'inspirant d'un schéma qui était publié par Andrew Nell de l'Université de Californie il y a quelques années, on peut dire qu'il y a 4 ou 5 façons dont la nanoparticule peut interagir avec le vivant. La première, c'est à travers sa capacité à générer des formes réactives de l'oxygène à sa surface. Du fait de la structure, disons, particulière de la surface des objets nanométriques, il peut y avoir une génération en contact avec l'oxygène, je parle sous contrôle des physiciens présents dans l'assemblée, des espèces réactives de l'oxygène, c'est-à-dire transfert des électrons en présence de l'oxygène moléculaire. Ça, c'est un mécanisme possible que nous allons discuter. Un autre, c'est la capacité de ces objets à absorber des protéines à leur surface. Cette capacité a été évoquée un peu dans la matinée vis-à-vis des capacités de s'en servir de ces objets dans des études de protéomiques, etc. Mais, donc cette propriété aussi peut affecter, et on verra un exemple, la qualité ou la fonction des protéines absorbées. Il y a quand on parle de nanoparticules, on parle des objets qui sont par définition insolubles, mais il peut y avoir des nanoparticules métalliques qui se solubilisent au contact du vivant, et les ions qui apparaissent dans ces cas, dans cette dissolution, peuvent avoir des effets et être responsables des effets toxicologiques. Et finalement, il apparaît de plus en plus que certains de ces objets peuvent être, disons que quand ils sont pris en charge par les cellules de l'organisme, peuvent subir des transformations qui elles-mêmes pourraient être responsables d'une aggravation ou d'une atténuation des effets biologiques et toxicologiques. Donc, je vais illustrer certaines de ces propriétés. Et donc, on va parler, voilà, avant de passer à l'illustration. Donc, une fois qu'on a dit ça, donc, du point de vue un peu plus physiopathologique, comment ces propriétés peuvent peuvent entraîner des effets délétères, c'est soit via l'apparition d'un stress oxydant cellulaire, d'une réaction inflammatoire ou d'une altération des fonctions protéiques qui vont aboutir ou qui peuvent aboutir à long terme sur des processus de remodélage tissulaire ou de cancérogénèse. Il faut dire à ce stade-là que ces propriétés-là ne sont pas présentes dans toutes les nanoparticules. Donc, ce type de processus, on ne l'observe pas partout. Donc, on va parler d'abord un petit peu de quelque chose autour de la génération des formes réactives de l'oxygène et de la toxicité. Donc, c'était dit au tout début, il y a quelques années, quand la problématique de la nanotoxicologie commençait à émerger,
que la capacité d'une particule à produire des formes réactives de l'oxygène pouvait être une signature qui allait permettre de dire que cette particule était toxique. Et donc, que la capacité d'une particule à générer des formes réactives de l'oxygène était un déterminant majeur des effets toxicologiques. Donc là, je vous illustre un papier du groupe d'Enel publié à l'époque qui traite de ces sujets où les auteurs ont pris différents types de nanoparticules. Vous avez de noir de carbone, de TiO2, des fullérenes, des particules de polyestyrène chargées différemment et des particules ultra fines de la pollution atmosphérique. Ils ont regardé dans un système cellulaire, in vitro, la capacité de ces particules à générer des formes réactives de l'oxygène. Donc vous voyez que dans une suspension de nanoparticules conservées plusieurs jours, les particules ultra fines et les particules de dioxyde de titane étaient les seules capables de générer des hautes quantités de formes réactives de l'oxygène, alors que des particules de noir de carbone ou de polyestyrène ne le généraient pas, le fullérol ayant une production intermédiaire. Donc, deux types de grandes classes de nanoparticules. Cependant, ce qu'ils observent finalement, c'est que quand on regarde si cette capacité en dehors de la cellule se traduit par la génération d'un stress oxydant intracellulaire, on voit qu'il y a une corrélation pour les particules ultra fines et pour le fullérol, bien que, donc on a même une idée comme s'il y aurait une vraie corrélation parce que les ultra fines produisaient plus d'oxydants que le fullérol, on observe la même chose dans la cellule, et ceci était associé à un effet parallèle sur la toxicité. Donc, particules qui produisaient plus d'oxydants induisaient plus de stress oxydatif dans la cellule et donc une plus grande mortalité. Cependant, ce paradigme ne se vérifie pas complètement car vous avez des particules de polyestyrène chargées positivement qui ne généraient pas des formes réactives de l'oxygène en suspension, mais qu'elles étaient capables d'induire un stress oxydant et une cytotoxicité. Donc la capacité d'une particule à générer des oxydants en suspension, ce n'est pas un paramètre clair qui peut être mis en jeu pour expliquer des effets toxicologiques des nanoparticules. Là où il y a un peu plus de consensus, bien que ça ne se vérifie pas toujours, c'est le fait qu'une particule capable d'induire un stress oxydant intracellulaire, même si elle ne génère pas d'oxydant per se, va être associée à un effet cytotoxique et donc à un certain degré de toxicité cellulaire. Un autre mécanisme, c'est l'absorption des protéines. Donc ça, c'est un mécanisme qui a été évoqué plus récemment, qu'on appelle le corona, en termes dans la communauté toxicologique. Et donc, c'est un mécanisme donc, qui commence à être de plus en plus exploré. Donc, pour vous montrer un peu, discuter un petit peu de ce mécanisme, j'ai choisi un papier du groupe de Jean-Marie Dupré, qui est biologiste, prof de toxicologie et biologie à Paris 7, donc qui a regardé l'effet de l'absorption d'une enzyme qui est la N-acétyltransférase, la NAT, par les nanoparticules de noir de carbone. Donc l'idée était de voir si les nanoparticules pouvaient absorber cette protéine, cette enzyme, et ensuite voir quel était l'effet de cette absorption sur l'activité enzymatique. Ceci étant donc un modèle d'étude de comment l'interaction nanoparticule-protéine pouvait affecter le fonctionnement protéique. Donc vous avez ici un schéma de la NAT qui est une enzyme de phase 2 qui catalyse l'acétylation d'amines aromatiques. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris donc des nanoparticules de noir de carbone qu'ils ont incubées avec la NAT recombinante qu'ils produisent dans leur labo. Ensuite, ils ont mesuré l'activité de la NAT dans le surnageant de ce milieu. Et donc, vous voyez qu'à fur et à mesure qu'on augmente la concentration des nanoparticules, on observe une très belle diminution dose dépendante de l'activité de l'enzyme mesurée dans le surnageant. En parallèle, ils ont mesuré la présence de la protéine par Western blot,
Et on observe aussi qu'à fur et à mesure qu'on rajoute des particules de noir de carbone, la protéine diminue dans le surnageant et augmente dans le culot cellulaire. Ce qui leur amène à proposer le modèle suivant, que effectivement les nanoparticules interagissent avec la natte, ils quenchent la natte et l'amènent au fond du tube. C'est pour ça qu'on ne trouve pas l'activité. Donc il y a une vraie absorption de la protéine par les nanoparticules. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui devient cette protéine absorbée? Donc ils ont mesuré cette fois-ci l'activité de la protéine dans le culot cellulaire après avoir détaché l'enzyme de la nanoparticule, qu'on voit ici donc ça ce graphique-là, vous avez l'activité contrôle, l'activité dans le surnageant et l'activité dans le culot, et on voit bien que même si l'enzyme est présente, elle n'est pas active. L'enzyme est présente, elle n'est pas active. Donc en fait, ce qu'on voit, voilà, et ensuite ils ont essayé de vérifier si ces phénomènes-là survenaient dans des cellules, parce que là, pour l'instant, c'était avec la protéine recombinante, mais la question était de savoir si ce phénomène était un phénomène qu'on pouvait l'observer aussi dans des conditions pertinentes biologiquement. Donc, ils ont incubé des cellules de Clara, donc présentées ici en vert, avec des nanoparticules, les cellules ayant la natte à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Ils ont mesuré l'activité de la natte dans un lysat cellulaire, et on voit que, comme avec la protéine recombinante, quand on incube les cellules avec des doses croissantes de noir de carbone, on observe une diminution de l'activité de l'enzyme, ce qui montre bien que les particules rentrent dans la cellule et neutralisent la natte à l'intérieur de la cellule. Donc ceci amène à proposer un modèle suivant dans lequel la natte est absorbée sur la surface des nanoparticules et inhibée en même temps. Et donc ceci, on peut penser que si ce type de processus apparaît pour d'autres types de protéines, on peut avoir des phénomènes d'inactivation comparables. Et donc ça peut constituer un mécanisme de toxicité. Il était par exemple montré que le seul fait de la séquestration des facteurs de croissance dans le milieu de culture par des nanoparticules présentes induisait une cytotoxicité cellulaire, c'est-à-dire une mort cellulaire, par dépривation des facteurs de croissance, sans que la particule rentre dans la cellule forcément. Et on peut étendre ce concept d'interaction physique nanoparticules acteurs biologiques aux lipides. Il y a des papiers, par exemple, avec l'or qui montrent une interaction des nanoparticules d'or avec des lipides membranaires ou même avec l'ADN. Bien évidemment, ce type de phénomène, ce n'est pas des phénomènes universels. Toutes les particules ne font pas ça, et ça c'est un message à retenir très important. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est une nanoparticule qui va faire ça, toutes les particules ne font pas ça, il y a des particules qui ne font pas ça du tout. Et là, même la capacité d'absorber une protéine donnée va varier en fonction du type de nanoparticule. Et il peut y avoir même des protéines qui soient peut-être activées par l'absorption sur les nanoparticules. Donc voilà, donc la dernière diapositive, on revient au début. Je pense que c'est important de connaître ces déterminants. Les connaissances viennent d'une communauté qui est différente, je pense, de la communauté des nanomédicales. Je pense qu'il faut que les deux communautés se parlent, que le concept de biocompatibilité soit discuté entre les deux communautés pour pouvoir avancer dans la génération des objets plus sûrs. Voilà. Avant, donc une diapo pour montrer les gens avec lesquels nous collaborons, que ce soit le COA, les physiciens, CNRS et des amis biologistes, et les sources de financement. Merci beaucoup.